choisit d'être entrepreneur. Par passion, par envie de liberté, parfois par conviction plus que par raison. Tout le monde peut l'être, mais personne ne mesure vraiment ce que cela demande. Être entrepreneur, c'est vivre à 100 à l'heure. C'est porter des projets, des équipes, des rêves. Entre les factures à payer, une solution à trouver ou un imprévu qui bouleverse tout, on n'a pas le temps d'aller mal. Et pourtant, derrière chaque entreprise, il y a une femme, un homme, avec ses forces, ses fragilités et sa passion. Moi, je dirais que la vie d'entrepreneur, c'est le yo-yo émotionnel. C'est vraiment cette espèce d'ascenseur émotionnel constant qui nécessite d'ailleurs beaucoup de résistance mentale. Alors, j'ai pas le temps, c'est la meilleure formule échappatoire. C'est j'ai pas le temps. Mais en fait, on a tous le temps. Et même un entrepreneur, il a le temps. La vie est un joli combat. Et l'hygiène de vie mentale et physique fait partie du quotidien. Tu vois, j'y pense beaucoup en marchant, ça. Merci à la vie, quoi. Parce que c'est précieux. En fait, si votre santé elle vacille, vous avez plus d'entreprise. Un entrepreneur, c'est toujours l'expression qu'on connaît, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut durer dans le temps. La réussite, c'est ça aussi. C'est à partir du moment où tu te sens bien dans ton job et dans ta famille, c'est déjà gagné pour moi, quoi. C'est déjà très bien. Quand on interroge les entrepreneurs sur leur santé, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Et certains même vous diront « je n'ai pas le droit d'être malade », ce qui est encore plus fort, parce que le temps c'est une chose, le droit. En quoi les entrepreneurs seraient-ils en dehors des lois de la biologie ? Il y a un vrai tabou autour de cette phrase « c'est difficile et je crois que je ne vais pas bien ». Le dirigeant, on le voit comme un leader, comme un guerrier, comme un chef de file. Et quelque part, de dire « je vais pas bien », c'est une façon de se plaindre. Et c'est très très mal reçu dans notre société. On a ce message constant de tenir le cap pour pas que nos équipes flanchent. Le chef d'entreprise a une personnalité un peu particulière. Il est très seul dans son entreprise. Il a un peu ce sentiment d'être invulnérable. Il oublie de penser à lui, donc il oublie de penser à sa santé. La mission première du chef d'entreprise, c'est d'être une station-service à énergie, donner de l'énergie à tout le monde, à ses clients, à ses fournisseurs, et d'embarquer tout le monde dans une histoire. C'est finalement un job à très haut risque. Allez, on est parti. À partir du moment où tu es à ton compte, là c'est un peu plus compliqué parce que les comptes, tu es obligé de les regarder tous les jours, voir si tu peux te verser ton salaire, voir si tu peux payer tes salariés. Une trésorerie qui baisse, c'est stressant. C'est à 2000 à l'heure, mais parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. C'est la passion qui prend le dessus, on a l'impression de jamais travailler. Moi, j'avais pas la notion de semaine, de week-end, donc c'est H24. Les principaux facteurs pathogènes, je dirais qu'ils sont le stress, avec même ce biais des entrepreneurs qui disent qu'il y a un bon stress et un mauvais stress, alors qu'en fait il n'y a pas de bon stress. Il y a un bon cholestérol, un mauvais cholestérol, mais il n'y a pas de bon stress. Donc la surcharge de travail, l'incertitude du carnet de commandes, c'est la noblesse de tous les entrepreneurs, et puis ce qui est insidieux, c'est la solitude. Et puis alors, ne parlons pas du sommeil, parce que ça c'est un gros point noir des dirigeants. Ils font de leur sommeil une variable d'ajustement de leur travail, c'est-à-dire qu'ils dorment moins pour travailler plus. 6,5% des entrepreneurs sont en risque d'épuisement sévère. Ils ont des hauts très très hauts, ces entrepreneurs. Mais attention, ils ont parfois des bas très très bas. L'entrepreneuriat, c'est ça. Des sommets d'énergie et des creux de silence. En vol, il n'y a pas de parachute. Et parfois, on ne se rend plus compte de la vitesse à laquelle on avance. Peu importe s'il y a une crise ou pas, on essaie de voir les leviers qu'on peut tirer pour essayer de faire plus de chiffres. Et la trésorerie, voilà, on se bat toutes les semaines, tous les mois pour arriver à être dans le vert, quoi. Le travail a pris une telle part dans nos vies que quand on est en difficulté dans son identité professionnelle, on a l'impression qu'on pourrait tout perdre. Mais on peut mourir à cause du travail aujourd'hui. Il y a 25 ans ou 30 ans, j'entendais rarement des gens qui faisaient des tentatives de suicide à cause du travail. Bien chercher l'équilibre entre une vie professionnelle, une vie personnelle, ça c'est très important. Parce que si on donne tout à l'entreprise et qu'il n'y a rien à côté, je
pense que la santé mentale est quand même très fragilisée. 99,84% des entreprises en France sont des PME. Quand un dirigeant d'un grand groupe décède, en général l'action perd moins de 1%. Quand c'est un patron de PME ou de TPE qui décède, là, vous avez un risque de dépôt de bilan. Et donc on voit bien que plus la taille est petite, plus la santé est prépondérante. Mais dans une PME, la santé du dirigeant, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise. La réalité, c'est que quand on a attaqué la semaine, que la pression arrive, le client attend la réponse pour dans 2 heures, qu'au même moment, un de vos enfants est malade, et donc à la fin, dormir un peu moins, découvrir ce que c'est que les angoisses nocturnes, avoir les mal au dos qui vont arriver, et tous les problèmes que les uns et les autres connaissent, qui font que ça devient dangereux pour les uns et les autres. Et le conjoint va s'en apercevoir parce qu'il y a quelque chose de très spécifique. C'est un changement de comportement. Et ce changement de comportement, il répond à des aspects, c'est pas comme avant. La personne n'est pas comme d'habitude. Et le problème du déni, c'est que l'entourage personnel ou l'entourage professionnel veut absolument nous convaincre qu'on a tort. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? On alimente ce même mécanisme, puisque ce mécanisme est fait justement pour ne pas voir la réalité. Dans ce silence, il y a aussi le regard des autres. Parce qu'un dirigeant qui va mal, ça dérange. La dépression, chez un chef d'entreprise, on a l'impression que c'est contagieux parce que ça fait disparaître tous les gens autour. Et c'est ça aussi qui ramène au sentiment du mal-être de soi ou la mésestime de soi, c'est qu'on finit par être abîmé aussi par ce que les autres nous renvoient de ce que l'on devient. Il y a des dirigeants qui parfois demandent de l'aide, mais on n'entend pas cette aide-là. Et qu'on lui dit, écoute, j'ai des petits soucis, et qu'il nous dit des soucis de santé, non, c'est juste dans le boulot. Ah bon, si c'est que le boulot, ça va, tant que tu as la santé. Mais pour un chef d'entreprise, un problème de boulot, ça engage toute son identité. Et finalement, on est déjà un grand solitaire, mais on se retrouve encore plus tout seul et on a de moins en moins de capacité de demander de l'aide parce que les autres dysfonctionnent aussi avec nous. Au début, tout ressemble à une liberté totale. La passion emporte tout. Et puis, sans qu'on s'en rende compte, l'équilibre devient plus fragile. Prendre une entreprise, une petite PME, mais c'est fantastique. Au départ, oui, j'ai ressenti cette liberté parce que j'avais pas encore l'expérience. Ça fait plus de 10 ans que j'ai ouvert la boutique. Et au fur et à mesure des années qui passent, on se rend compte que voilà, on a des comptes à régler par rapport aux charges, par rapport à tout ce qui se passe pour pouvoir faire développer une entreprise. Plus ça avançait, plus je travaillais toujours autant, mais sur des tâches qui m'embêtaient, pour être poli. Donc au bout d'un moment, en fait, la flamme s'éteint. Et quand la flamme s'éteint, là, le bonhomme s'éteint et sa motivation aussi. Le travail peut être source de santé parce qu'il vous donne un rôle social, des objectifs, il vous met en relation avec d'autres personnes, avec en plus la satisfaction peut-être de créer quelque chose dont on peut se dire que c'est son bébé, sa création. Après, la difficulté, c'est quand on se trouve coincé entre les projets qu'on veut réaliser et puis toutes les contraintes qu'on n'arrive pas à assumer. On va arrêter de se faire plaisir, on va arrêter de passer du bon temps avec nos proches, on va arrêter un sport qui nous faisait énormément de bien parce qu'on pense qu'on n'a plus de temps. En fait, on commence par se priver de tout ce qui justement nous faisait du bien. Il y a des chocs que rien ne prépare, qui ne viennent pas de l'entreprise, mais de la vie. Alors on s'accroche au travail pour tenir, pour ne pas penser, pour continuer d'avancer. Depuis que j'ai perdu ma fille, je me suis complètement plongée dans le travail pour essayer de simplement oublier ce que j'étais en train de vivre, qui était juste atroce. Je faisais des semaines à 60-70 heures, sauf que quand on va pas bien, on a une capacité à réfléchir, à mentaliser les choses qui est beaucoup moins bonne. J'arrivais plus à me concentrer. Et puis d'un coup, en fait, j'ai réalisé que j'étais mentalement et socialement dans un état d'épuisement avancé. APESA, c'est aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Et on peut souffrir de perdre un enfant, on peut souffrir d'être en conflit avec des actionnaires dans l'entreprise, on peut souffrir d'avoir un accident grave dans l'entreprise, d'avoir perdu un salarié. Et il y a un élément essentiel dans le dispositif, c'est qu'il est proactif. C'est-à-dire que c'est nous qui appelons, c'est le psychologue qui appelle le dirigeant. Mais finalement, les dispositifs de prévention, et particulièrement sur des problématiques de santé mentale, plus ils sont simples, plus ça marche.
La santé mentale dépend de la santé physique et la santé physique dépend de la santé mentale. Ces deux sphères sont imbriquées et là, on a ce système d'engrenage permanent. Dès qu'on sent que le comportement change, on devient irritable. Dans la matinée, on commence déjà à être fatigué. On ne prend pas le temps de manger, des problèmes de concentration. Ça peut être également aussi la tristesse, le sentiment d'être souvent triste, cette perte d'intérêt pour les activités qui font au quotidien. Jusqu'ici, tout va bien. Des accidents vasculaires cérébraux, on sait qu'il y a quand même plus de risques quand on est hyper actif ou hyper stressé, entre guillemets, d'avoir ce type de pathologie. S'il y a des troubles de l'alimentation, on peut aller sur du diabète, on va faire plus de cholestérol, donc voilà, tout est lié, on va dégrader sa santé. Il faut savoir s'écouter et se dire « Oh là, j'ai atteint mes limites ». Il faut savoir que les signaux faibles existent, il faut savoir les détecter, les interpréter, puis surtout prendre des décisions en conséquence. Et quand on est à très haute charge mentale, se retrouver à prendre encore une grosse décision de se dire je ralentis, je prends un risque supplémentaire, je vais recruter quelqu'un pour qu'il bosse sur ce projet-là, donc un risque de trésorerie alors que je suis déjà tendu, mais ça serait bien pour ma santé, on est incapable de le faire. Si à un moment donné tout s'effondre, moi comme ça m'est arrivé, finalement quand vous êtes prisonnier de votre corps, vous avez juste totalement perdu votre liberté. La frontière entre la vie pro et la vie perso, elle est quand même infime. Elle s'efface au fur et à mesure, notamment avec les outils de communication où on est hyper connecté. Le cerveau a besoin de se relâcher, d'être se déconnecter. Donc le stress du quotidien, on finit par s'y adapter et on s'en rend même plus compte. La plupart des dirigeants, ils vont vous dire que le dimanche soir, c'est quand même difficile. Et le lundi matin, c'est la matinée la plus compliquée parce qu'on sait que le lundi matin, on va avoir à gérer tous les problèmes, parfois de la semaine précédente et surtout de la semaine à venir. Un lundi à 14h, je craque, littéralement. Et en fait, en discutant avec mon thérapeute, je réalise que j'ai atteint le bout du rouleau et que je suis dans un état d'épuisement mental. Mais il a fallu qu'il me le dise pour que je le réalise. Il a attendu la fin de la séance et il m'a dit « Madame, vous êtes dans un état d'épuisement mental élevé. Si vous continuez comme ça, dans 3 mois, je vous fais hospitaliser. » Et je me suis dit, si on me parle d'hospitalisation, c'est que je vais beaucoup plus mal que ce que je crois être. On m'a ouvert les yeux. Le burn-out n'est pas un mot médical. Quand tout s'emballe à l'extérieur et que plus rien ne suit à l'intérieur. Votre corps commence à vous alerter, donc concrètement vous avez des symptômes. Moi j'ai eu des symptômes cognitifs, j'avais des palpitations cardiaques. Et ce qui est un peu traître à ce moment-là, c'est qu'il y a une phase de résistance où en fait, malgré tout, votre corps puise dans ses ressources. Et en fait, du coup, vous avez encore l'impression, entre guillemets, d'être une machine. Mais vos ressources sont en train de se consommer et un jour tout lâche. C'est son corps qui lui dit « Maintenant on arrête, moi je peux plus, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de... » Voilà. C'est comme ça qu'arrive le burn-out en fait. Il va être en situation un matin de ne pas pouvoir se lever avec une incompréhension totale de ce qui se passe en lui sur le plan physique et sur le plan mental. Et le burn-out, ça met très longtemps parce qu'il faut s'occuper du corps et peut-être d'abord du corps avant de s'occuper de la vie psychique. Mais généralement, quand on a fait un burn-out, il y a toujours un avant et un après. Mais c'est peut-être aussi parfois une bonne chose que de ne plus être exactement pareil après un burn-out, parce qu'on apprend peut-être un petit peu plus à se ménager et à faire des projets peut-être un peu plus pour soi. Certains n'ont pas fait de burn-out, mais leur corps a parlé plus fort. Pour Nicolas, ce fut son cœur. 53 minutes d'arrêt cardiaque, puis une vie réapprise autrement. On a finalement mis de côté le cœur, parce que le cœur c'est les émotions et c'est que en fait finalement des aveux de faiblesse, si on se met à pleurer, c'est qu'on est fragile. On a un organe qui n'est pas juste une pompe, mais dont on est complètement atrophié et qui crée aussi notre singularité. Vous apprenez à vivre avec le cœur, vous apprenez à lui faire confiance et finalement vous découvrez par la force des choses qu'il ne vous dit pas que des bêtises et qu'au contraire ça s'avère très performant. En revanche, comment on l'exerce, comment on progresse, comment on devient expert du cœur, c'est pour moi aujourd'hui un véritable défi de vie et une source de joie aussi intarissable.
Je dirais qu'en 1, c'est déjà, et ça va sembler particulier dit comme ça, mais c'est en 1, en prendre conscience. C'est-à-dire que ne pas se dire « ça va passer, ce n'est qu'aujourd'hui, ce sera mieux demain, et finalement je mets ça sous le tapis, et je vais mettre un bon coup de pied au cul de main, et puis ça ira mieux ». Parce qu'en fait, c'est souvent ce que les gens disent. Alors que dans la réalité, quand je souffre d'un trouble psychique, ou que je suis amené à développer un trouble psychique, ce n'est pas une histoire de volonté. Ce n'est pas parce que j'ai été moins volontaire que d'autres ou plus fort que d'autres. Il n'y a pas du tout cette notion-là dans la notion de trouble psychique. C'est juste qu'à un moment donné, je n'ai pas pu faire face à des éléments de vie, tant professionnels qu'environnementaux, que potentiellement biologiques aussi. Et la première personne à qui ils peuvent parler, c'est leur médecin traitant. Ils ont forcément un médecin traitant et faire du sport n'est pas suffisant, il faut avoir une activité physique régulière, quotidienne. Ne serait-ce que d'aller marcher le midi une demi-heure, et d'oxygéner le cerveau et d'avoir d'autres idées. L'avantage de la marche, c'est où que tu sois, tu mets tes pompes dans une valise ou un sac, et tu pars, quoi. En fait, pour moi, c'est une mise en route mentale et physique. Tu démarres pas ta journée pareil quand tu n'as pas fait cette marche. Par moment, tu penses à rien. Par moment, si tu as un souci, tu y penses et souvent, tu trouves des solutions. Le bon équilibre, c'est de trouver un équilibre entre sa vie perso, sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa vie sportive, sa vie. Moi, je suis partie d'une génération où on a été quand même élevés dans la culture du sport. C'était pas spécialement régulier, il fallait faire ci, c'était plus social, c'était... Voilà. Même au-delà de la marche, avoir un bureau qui permet d'être assis ou debout permet de modifier, de changer les postures, donc de lutter aussi contre cette sédentarité où on est assis à longueur de journée. Si vous n'habitez pas très loin, de temps en temps, venez à pied plutôt que ou prenez le vélo. Il faut bouger. Le fait d'avoir fait moins de sport a vraiment altéré ma santé. Et là, le fait de le reprendre me permet de récupérer et ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai réappris à bien me nourrir et à pas manger sur le pouce, comme on pourrait être tenté de faire. Et puis, apprendre à respirer. Je m'impose des pauses dans la journée. Je crois que j'ai abattu autant de travail au bout du bout. Prendre du temps pour soi, on devrait faire ça tous les jours. L'hygiène de vie n'est pas un luxe. C'est le carburant de l'entrepreneur. Depuis tout petit, on nous met dans des rythmes où il faut commencer à 8h ou 7h. Ah non, on peut tout à fait avoir des rythmes différents. Il y a des gens qui sont plus productifs en travaillant tôt le matin et d'autres tard le soir. Faire aussi en fonction de notre rythme biologique. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui de dormir. On a besoin de 7h30, 8h de sommeil par jour. Le cerveau pour pouvoir rebooter. Et le coût payé pour la dette de sommeil est démentiel par rapport à ce que c'est que de dormir 1 heure de plus. Ça peut être des temps de récupération pendant la journée, faire des micro-siestes, 5-10 minutes, ça permet de récupérer. La sieste, oui, impératif, quoi. C'est quelque chose qu'on ne veut pas louper. Ça nous rebooste pour l'après-midi, on repart, on est bien. Un morceau de boudin. On essaie de se raisonner. La preuve, tu as fermé le dimanche pour les filles. On essaie de mettre la famille au cœur quand même. Ouais. Pour essayer justement de garder un équilibre vie professionnelle, vie personnelle en fait. Quand on est là, avec notre famille, on est là à 100%. Donc c'est pas forcément du temps en termes de durée, mais c'est de la disponibilité psychologique. On n'a pas le téléphone, on ne traite pas nos mails, tout en jouant avec les enfants. Ce qu'on a mis en place, surtout entre Alexandre et moi, c'est une bonne communication. Savoir communiquer de façon bienveillante. Ça, pour moi, c'est la clé du travail en couple, en fait. Et ça, c'est important pour le coup, d'avoir une bonne relation au travail, même avec ses collaborateurs, c'est vraiment très bien. En général, les salariés ont plutôt envie de bien faire que de mal faire. Personne n'a envie de se dire le soir « j'ai fait un sale boulot aujourd'hui ». Et parfois même d'aller au-delà de ce qu'il est attendu d'eux parce qu'ils ont envie de bien faire. Et c'est la proaction de mon entourage, par des gestes, en prenant des opérations, en gérant des choses à ma place, qui m'a à la fois aidée
d'un point de vue purement opérationnel, mais même d'un point de vue moral, parce qu'en fait on m'allège d'une charge mentale en me disant ce problème-là, tu n'as pas besoin de le régler, je vais m'en charger. Et juste en fait d'entendre ça, c'est exactement, je crois, la réponse dont on a besoin quand on ne va pas bien. Garder le lien, c'est ce qui compte le plus dans la vie. Je passe beaucoup de temps en famille. Quand il est dédié, il est vraiment dédié. Ma vie sociale fait partie aussi de mon équilibre mental parce que moi j'adore retrouver des amis, faire la fête et rire, tant de manière familiale, privée, professionnelle. Gardons le lien. Moi, mon métier, c'est de déléguer. Après, il faut le faire avec des personnes de confiance. Un site internet, je vais pouvoir le faire moi-même. On va pouvoir se débrouiller. Il existe des outils aujourd'hui où on peut le faire. Mais on va y passer 3 fois le temps. Donc autant payer quelqu'un et moi, me consacrer à mon métier. Moi, j'ai pas de souci avec le fait de déléguer. Quand tu arrives à prendre une semaine, à partir une semaine, quand tu reviens, tu es boosté et tu reviens beaucoup plus en forme. Si on attend de pouvoir partir en vacances, on ne peut jamais. On a toujours quelque chose à faire, on a toujours des rendez-vous à caler. Et je le vois, je sais que quand je rentre de vacances, voilà, on est reboosté, on a rechargé les batteries. Ces moments en famille, on croit toujours qu'on les rattrapera plus tard. Mais le temps qu'on ne prend pas avec eux finit toujours par se payer. Grandir avec des pères qui ne sont pas présents, on fait sans eux. Et quand on apprend à faire sans eux, finalement, c'est pas simple de leur refaire de la place quand ils veulent reprendre une place un peu plus proche. Et donc forcément, on s'éloigne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont fâchés, parfois des années avec leurs parents. On a des dommages collatéraux, on a l'impression d'avoir tout fait pour ses enfants et en fait quand on voit plus ses enfants, on a l'impression de tout avoir raté. Et ce qu'on avait besoin, c'était surtout de temps passé avec un père qui est souvent absent et quand il est là, il est tout le temps à penser à son entreprise. Donc on a le sentiment qu'on n'existe pas pour lui et on grandit tout seul. Entreprendre, c'est bon pour la santé. Quand on parle de santé, on a toujours un biais de négativité. Mais il y a peut-être des facteurs qui génèrent de la bonne santé. Et c'est ce qu'on appelle les facteurs salutogènes. Le sentiment de maîtriser son destin, l'optimisme, l'endurance. Je tombe, je me relève, je tombe 7 fois, je me relève 8 fois. C'est-à-dire le rebond. D'où l'importance d'ailleurs pour l'Observatoire à Maroc de faire partie du portail du rebond avec 60 000 rebonds, recréés et second souffle. Et je rajouterai la capacité d'adaptation. Ce que j'appelle un salutopreneuriat. C'est d'identifier des facteurs qui ont une double vertu. Ils sont bons pour la santé et ils sont bons pour le business. Le lien social est essentiel en fait pour faire face aussi à la pression, parce que quand on exprime aussi ses problématiques, déjà on peut avoir des réponses et parler de ses difficultés, ce n'est pas un aveu de faiblesse. En fait, c'est humain et tous les entrepreneurs en fait passent par des phases plus ou moins difficiles. Quand on prend un peu de recul sur notre situation, on se rend compte que d'un problème qui nous paraît énorme, finalement c'est peut-être pas si grave que ça. Et que la solution peut peut-être facilement se trouver et que c'est pas grave, que ça fait partie de la vie du chef d'entreprise et on continue et on se remotive et on repart, quoi. Les personnes qui ont un excellent relationnel, ils vont plutôt appeler, tu vois, qu'envoyer un message ou quoi. Parce qu'ils savent que c'est différent. Et donc moi, oui, j'ai eu la chance d'avoir des mentors. Les périodes de crise, c'est des choses auxquelles il faut demander justement à ces mentors comment les traverser. Ils ont toujours des bons conseils pour lever le pied ou pour vous dire attention, fais gaffe à ça. Le tiers-lieu ou coworking, en fait, ça va être aussi un dispositif pour éviter l'isolement. Le lien, c'est ce qui protège. Et parfois, ce lien commence par une parole, face à quelqu'un qui écoute vraiment. Accepter d'être aidé, c'est déjà avoir fait une grande partie du chemin. C'est un chemin d'humilité. Pouvoir rencontrer, quel que soit le thérapeute, c'est pas forcément un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être un hypnothérapeute, enfin il y a plein de formes de thérapie. Et créer un espace où on peut avoir une conversation libre, sans jugement, et de découvrir que finalement nous on a des problèmes, on a l'impression qu'ils sont totalement singuliers, uniques, incroyables. La réalité c'est que pour quelqu'un qui est un professionnel, c'est tous les mêmes. Et donc il a des concepts, des techniques, des façons d'aborder, et puis de reformuler et de poser des questions qui sont finalement très pertinentes. Les entrepreneurs viennent voir les psychologues, en fait, pas tant des conseils, qu'est-ce qu'il va devoir faire, mais pour gérer les émotions, pour pouvoir poser leurs paroles en toute liberté. Il m'apporte du recul, il m'apporte de l'indulgence, il m'apporte de la bienveillance. C'est comme un massage en fait, une petite caresse à soi-même en fait.
C'est cet équilibre qui est en place, mais qui ne s'est pas fait au hasard. Par exemple, j'ai jamais travaillé le mercredi après-midi. En tout cas, j'avais envie de le faire, donc j'ai fait. Forcément avec des défauts, il faut interroger mes fils. Et là, j'ai continué. Le mercredi après-midi, je le dédie à ma maman, des petits-enfants qui sont parisiens. Je ne sais pas si je mets mes pieds dans l'eau, mais très souvent, oui. Bah là, elle est bonne, hein? Comment tu te sens là alors? Ah, top. Top. Je sais pas que j'avais perdu d'énergie, mais je trouve que le matin, voilà. Et là, il n'y a même pas de question, je me pose pas de question. Je ferai ce que je dois faire. Trouver son équilibre, ce n'est jamais parfait. C'est vivant, mouvant, fragile parfois. L'important, ce n'est pas de tout contrôler, mais d'apprendre à durer. Des leviers simples, mais qui demandent d'en prendre conscience. Pour aller plus loin, il faut des actions concrètes, des outils, pour que les dirigeants ne restent plus jamais seuls face à ça. Quand on rentre dans une démarche qualité de vie au travail, c'est identifier les processus qui génèrent du stress. Et à partir du moment où on les a identifiés, on va faire en sorte de simplifier le processus. Et donc on va monter un plan d'action qui au fur et à mesure va s'enrichir dans le temps. Il faut se poser la question de est-ce qu'on est bien organisé, est-ce qu'on a la bonne équipe, est-ce que les bonnes personnes sont en place, elles ont été bien informées, onboardées, elles sont capables d'eux, la façon dont j'alloue mon temps est juste ou pas. Et toutes ces questions, elles sont essentielles justement pour être efficace et performant. J'ose assumer de dire que j'ai pas le temps. La réalité, c'est qu'on a le temps et que si on veut bien le prendre et se réorganiser, normalement ça marche. L'organisation n'enlève pas tout, mais elle libère de la charge mentale. Depuis la loi de 2021, d'août 2021, ils ont cette possibilité de s'inscrire et d'être suivis par leur service de santé au travail, tout comme leurs salariés. On a plus aujourd'hui d'entrepreneurs qui osent parler des difficultés. On a dépassé un peu ce côté mutisme où j'ose pas dire les choses. Mais parfois, on a des entrepreneurs qui veulent préserver la famille parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver cette écoute bienveillante mais confidentielle. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne vont plus voir leur médecin traitant et n'ont pas de suivi. Un chef d'entreprise devrait aller voir un cardiologue à 50 ans. Un chef d'entreprise devrait faire un bilan sanguin régulier parce que notre stress, il est tellement intense qu'il affecte notre esprit, mais il affecte aussi notre corps. Une journée dédiée à la santé, simplement ces journées, elles coûtent très cher. Ce que j'ai pu coûter à la collectivité, entre l'arrêt cardiaque, le coma, la rééducation et tout ce qui s'en s'est suivi. Donc, on a envie de dire, dans une vraie logique d'assurance, de mutuelle, de corporation, mutualisons le risque et finançons justement cette médecine préventive. D'être gagnant-gagnant. La mutuelle va gagner de l'argent parce que si on prend soin de sa santé à partir de 35, 40, 45 ans, on aura certainement beaucoup plus d'anticipation sur des petites problématiques qui ne deviendront peut-être pas dans 25 ou 30 ans. Du diabète, des risques cardiovasculaires, des douleurs chroniques à traiter. Et ça, on peut le traiter beaucoup plus en amont avec effectivement de l'anticipation. Prévenir, ce n'est plus une option, c'est ce qui permet de durer. Et pour ça, il existe des dispositifs simples pour aider les dirigeants à ne plus affronter seuls la charge du quotidien. On a mis en place un dispositif qui s'appelle Amarokki Santé, alors qui est basé sur ce qu'on appelle la théorie des événements de vie. C'est-à-dire qu'on interroge les dirigeants sur des événements qui les ont stressés. Mais nous posons aussi des questions sur les événements satisfaisants. Et ce qui fait qu'on arrive à une balance. Je vous le dis, 60% des entrepreneurs français ont des balances positives. Mais quand la balance est négative, on enclenche un test de dépistage du burn-out. Parmi ces dispositifs, il y a aussi les premiers secours en santé mentale, PSSM, un programme citoyen. Ça sert à rendre les personnes en capacité de pouvoir se rendre compte qu'à côté de moi, j'ai une personne qui ne va pas bien, qui potentiellement pourrait souffrir d'un trouble psychique, et comment est-ce que je peux rentrer en interaction avec toi qui va moins bien, et comment est-ce que je peux t'orienter au plus rapidement possible pour toi vers des personnes qui seraient en capacité de t'aider vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre qui est difficile pour toi. Quand on est dans un process de formation au premier geste d'urgence, un massage cardiaque, comment je fais une réanimation, moi j'estime que les premiers secours en santé mentale sont aussi importants que ça.
C'est ainsi que se construit la culture de l'entraide. Et cette culture se prolonge dans les réseaux professionnels. Aujourd'hui, je ne pourrais pas être chef d'entreprise sans faire partie d'un réseau pour pouvoir échanger, communiquer. Et puis j'ai toujours cette image de lever la tête du guidon, quoi. Et on continue et on se remotive et on repart, quoi. Et je pense que ça c'est spécifique au métier de chef d'entreprise en fait. On a un gros réseau, on rencontre plein de gens. Donc si on sait s'en nourrir, on peut en faire une richesse personnelle, je pense. J'ai un réseau d'entrepreneurs féminins, Femmes et Challenge, justement a toujours fait la promotion de la dirigeante humaine qui n'est pas éternellement forte, qui a ses hauts et ses bas, ses difficultés. Le gros gain de l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Parce que on n'a pas un boss, on a des agendas qu'on peut adapter comme on le souhaite. Bon, on a quand même des clients et des investisseurs, mais on est quand même plus ou moins maître de son agenda. Et donc cette liberté, c'est aussi une responsabilité vis-à-vis de soi-même. Il faut savoir ce qu'on fait de cette liberté. C'est pas juste je veux profiter de la vie, je fais ce que je veux. La santé est un des paramètres de cette liberté. Et non seulement la passion va faire que tous les matins on se lève et on est content de travailler, et en plus la passion peut faire que le business peut fonctionner que comme ça. La vie d'entrepreneur, on chute plein de fois, tout le temps, presque tous les jours en vérité. Et on se relève. C'est pas grave de chuter. Ça aussi, il faut l'accepter. Si on veut durer, il faut accepter qu'on va faire des erreurs. Simplement, le seul conseil, c'est les répéter pas 2 fois. Durer, c'est apprendre à ménager son cœur, ses nuits, ses proches. C'est accepter d'être aidé, de déléguer, de respirer, pour continuer d'aimer ce qu'on fait. Parce que la performance naît de la santé. Quand le dirigeant va bien, l'entreprise peut grandir. Et vous, comment allez-vous ?